Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Je reçois à mon micro aujourd'hui Charlotte, 37 ans, victime de violences sexuelles et d'inceste dans son enfance. Charlotte a vécu une amnésie traumatique, un mécanisme de défense qui lui a fait oublier ces événements pendant des années. C'est après un viol à l'âge adulte que ses souvenirs ont lentement refait surface. Aujourd'hui, elle est encore en pleine enquête sur son passé, convaincue d'avoir été soumise chimiquement et livrée à plusieurs hommes. Comme elle le dit elle-même, elle se sent comme un champ de mines prêt à exploser. Dans cet épisode, elle se livre sur les nombreuses conséquences des violences sexuelles, mais aussi de la levée d'amnésie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour Romane. Comment tu vas ? Écoute, ça va parce que je viens de manger des crêpes maison pour le goûter, donc là c'est cool. Et ça peut donc que aller en fait, c'est ça ? Bah, quelque part oui. Je te remercie de m'avoir contactée pour témoigner aujourd'hui sur Après le vide. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Carrément. Donc moi je m'appelle Charlotte, j'ai 37 ans et je sais pas, je suis bélier, ascendant taureau. Ok. J'ai un chien que j'aime plus que tout. Je te le précise parce que j'ai vu aussi que tu avais un chien, donc je sais que tu peux comprendre. Oui. Merci de m'envoyer une photo après. Ouais, évidemment. C'est le plus beau, bien sûr. Évidemment. Et je viens de trouver un boulot. Voilà. Donc, tu vois, c'est un peu un petit portrait vite fait de ma personne. Et est-ce que tu vas pouvoir avoir tes tickets resto, comme tu me l'as précisé dans le questionnaire, ou pas ? Eh ben, figure-toi que j'ai posé la question comme une grosse crevarde le lendemain de l'entretien. Et non, je ne vais pas avoir de tickets resto. Putain. Oh, je croyais que vraiment toutes les cases étaient cochées, là. Eh ben, non. Non, je n'ai pas, tu vois, je suis pas une femme accomplie si j'ai pas de ticket resto. Mais bon, j'irai chercher l'accomplissement ailleurs, c'est pas grave. Exactement, écoute, je te le souhaite, va au bout de tes rêves. Ouais, c'est vrai que je suis quelqu'un de très ambitieux. Merci. En quoi c'était important pour toi de témoigner aujourd'hui ? C'était important parce que moi, j'ai énormément appris des témoignages, notamment audio. Enfin, appris. Ouais. Ça m'a fait vachement de bien et je me suis sentie moins seule, je pense. Et comme moi, j'ai une histoire un peu vraiment chelou, enfin, bon, comme beaucoup d'histoires qu'il y a ici, mais où en tout cas, il y a toujours, et il y a depuis le début, énormément de doutes, énormément d'incohérences. Il y a une dimension particulière, effectivement, dans ce qui t'est arrivé. C'est ça, et du coup... si ça peut, je sais pas, permettre à des personnes de lever les doutes ou quoi que ce soit, ça peut être, je sais pas, ça peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Voilà. Parfait. Et ben, si t'es prête, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé du coup, s'il te plaît ? Ouais, alors est-ce que t'as 72 heures devant toi Ouais, à peu près, c'est ça. J'ai posé 4 jours là en fait. Ah putain, on peut y aller. Génial. Bon, c'est l'heure de la petite série Netflix. Non, en fait, ce qui est un peu compliqué... C'est marrant ça, parce qu'à chaque fois que je décris ma vie, je dis aux gens, bah franchement, si je te raconte tout, tu vas croire que vraiment je me suis inspirée d'une série Netflix. Donc ça me rassure hein, dans un sens. Trop bien, putain, on va vraiment un jour la faire cette série Netflix avec tous nos récits. Donc épisode numéro 132. Du coup, je précise quand même que dans toute mon histoire, il y a beaucoup d'agresseurs et que je vais pas toujours prononcer leur nom parce que je suis évidemment, je suis toujours dans la peur et un peu dans la parano qu'on retourne ça. Donc il y a des choses qui vont être légèrement transformées. N'hésite pas si tu as besoin de prendre des prénoms d'emprunt, des surnoms, des machins. Oui, vraiment, bien sûr. Je n'hésiterai pas avec des prénoms assez ridicules. Ouais. Toujours est-il que moi,
j'ai eu ce qu'on appelle une amnésie traumatique totale. Ouais. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir une enfance à peu près normale, une famille normalement dysfonctionnelle, on va dire, où ça s'exprimait vachement, ça criait, ça pleurait, ça riait, avec quand même du soutien de mes parents, pas mal de petites névroses, d'angoisse, etc. Mais voilà, l'impression qu'on était quand même assez soudés. Et plot twist, ce n'était pas le cas. Ah bon? Voilà. En fait, suite à toute une série d'événements, je me suis retrouvée un jour chez ma psy. C'était une nouvelle psy, je la voyais que depuis quelques mois. Et elle m'a dit, écoutez, je pense que vous avez dû être victime de violences sexuelles enfant. C'est une hypothèse. Et là, mon corps s'est paralysé. Ouais, donc elle te sort ça frontalement comme ça. Mais suite à, évidemment, des discussions, suite à tout un tas d'éléments qui s'étaient connectés, voilà. Alors, le premier, c'est que j'ai été victime de viol de mon meilleur ami qui était collègue de travail. Et j'ai mis gavé de temps à identifier que c'était un viol. Et c'est elle qui m'a fait réaliser ça et que en gros j'avais été sous l'emprise de ce mec. D'accord. Donc il y avait déjà ce truc là. Et ensuite il y a eu toute une série de petits événements. J'étais avec un mec à l'époque et on a commencé à se déshabiller, etc., avant de se faire des choses un peu sexuelles. Et à un moment, juste avant, ça ne m'était jamais arrivé, je le regarde et je lui dis « Qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Je hurle et je pars à l'autre bout de la pièce. Ouais, ok. Voilà, donc, et en me disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et juste après ça, c'était peut-être 3 jours après, j'étais toute seule chez moi et j'ai été prise d'une envie d'autodestruction soudaine qui me mettait dans un état de détresse, je savais pas quoi faire. Et que je n'avais pas ressenti, ça je l'ai identifié sur le moment, depuis un épisode d'anorexie que j'ai fait on va dire de mes 18 à mes 20 ans. Où j'avais les mêmes sensations, volonté d'autodestruction, etc. Et je sais pas comment le traduire, mais vraiment je me suis dit, j'ai l'impression qu'on est dans l'exorciste, quoi. Là que je suis possédée et qu'il faut m'enlever un truc. Donc petit réflexe de survie, j'étais toute seule, je suis allée toute seule aux urgences psychiatriques de Bordeaux. Ouais, d'accord. Et qui m'ont dit, je pense que vous faites une petite dépression. Voilà, ils m'ont donné un cacheton. Et allez-y madame, partez, c'est bon. C'est ça. Et en fait, moi dans ma tête, je me disais, Gérard, ce n'est pas une dépression. Mais comme je ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas pouvoir dire autrement, mais je sais que je ne fais pas de dépression. Donc tout ça, je suis arrivée chez la psy, bonjour, il y a ça. Et au fur et à mesure, m'a dit ça c'est pas normal, c'est pas normal. Et je lui avais aussi dit, je ne sais pas pourquoi, je suis persuadée que ma grand-mère a subi un inceste. Ok. Voilà. Bon bref, il y avait un petit tableau clinique, plein de réactions, plein de choses qui ont fait dire à ma psy, il est possible que ce soit ça. Elle a vraiment pris des pincettes. Hein. Donc on arrive ce jour-là et mon corps est pétrifié par cette hypothèse. Et instantanément, je me dis, je sais que c'est ça. Mon corps réagit, je sais que c'est ça. Au fond de toi, il n'y a pas il y a aucun doute. Il n'y a pas de doute. Même si, évidemment, que tu as envie qu'il y ait des doutes. Oui, bah oui. Et à partir de ce moment-là, la boîte de Pandore a été ouverte. Donc, j'étais on fire. Crise de détresse, angoisse extrême, genre... tout le package super sympa qui vient avec la révélation, en fait. Tout à fait. La prise de conscience. Tout à fait. Avec en plus, et tu dois sûrement voir de quoi je parle, c'est-à-dire que ce moment, et je crois que c'est le pire, en fait, de tous, donc pour tous les gens qui m'écoutent, si vous avez vécu ça, vous avez vécu le pire, c'est quand tu es dans une marée noire de caca, là, et que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est quand il n'y a pas de sens, que tu es dans cette absurdité et qu'il y a tout ton corps qui est en train de ressortir le poison qu'on t'a foutu dedans. Ouais, je confirme. Horrible, 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 horrible. Et t'as l'impression que t'es folle et personne te comprend et personne sait ce que tu vis. Bref,
hardcore. T'en fais trop, ça va jamais. Ouais. Alors que toi, t'es là en mode, mais je me noie dans ma merde en fait, s'il vous plaît, reprenez-moi la tête. C'est exactement ça. Il faut qu'on m'aide là parce que je suis en train de crever, quoi, la gueule ouverte. Et j'en ai parlé directement à mes parents qui me semblaient à l'époque être des personnes de confiance. Ouais. Donc ma mère réagit en mode oh là là, oula, mais c'est horrible, etc. Ah bon, tu crois? Et puis je lui dis mais oui, qui ça peut être? Et elle me dit tu crois que ça peut être lui? Tu crois que ça peut être lui? Tu crois que ça peut être lui? Donc elle est un peu collaborative, active, etc. Elle m'aide à chercher. Je dis je sais pas. Et mon père a une réaction beaucoup plus violente où il me dit mais qu'est-ce que c'est que ça, tu es en train de te faire endoctriner ma fille, tu veux nous détruire, enfin hyper violent. Ouais. Vraiment comme si t'étais sous l'emprise de ta psy qui te fait croire n'importe quoi et que ça n'est jamais arrivé. Exactement. Voilà, donc là... c'est vraiment tu vois, c'est vraiment l'enfer, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et ma psy me dit je pense que là, ça serait pas mal d'aller dans une clinique psy. Okay. Donc moi, je renacle. Jusqu'au moment où finalement, j'accepte l'idée en me disant... Au mieux, ça me fait du bien. Au pire, je suis la prochaine Virginie Despentes, en fait, tu vois. Voilà. Je vais ressortir quelque chose de cette histoire. Je vais écrire un livre ensuite. Exactement. Et je vais être une meuf rock and roll. Petit élément quand même de taille. Pour ça, pour aller dans une clinique psy, il faut voir un psychiatre. Et moi, j'allais pas voir de psychiatre. Et donc, j'ai un rendez-vous rapide parce que... un ami d'amis a un père psychiatre. Ok. Et il me demande, j'y vais, il me demande pourquoi vous voulez aller en clinique. Et je dis ce que ma psy m'a dit. Voilà, a priori, ce que m'a dit ma psychologue, c'est que j'étais victime de violences sexuelles. Et là, enfant est assez compliqué. Il dit oh là là, mais faut arrêter avec ça. Oh, bah oui, cette mode-là, il faut arrêter avec cette mode. Oh bah oui, putain, mais arrêtez de vous inventer des agressions sexuelles, enfin. Mais putain. Voilà, est-ce que c'est le nouveau sac Chanel? C'est exactement, tu sais, j'avais envie de lui dire, c'est limite, on dirait qu'il parle d'intolérance au gluten, le gars. Et en fait, je ne pouvais rien dire parce que, j'avais moi-même des doutes par rapport à ma propre histoire, et de deux, c'est lui qui avait le sésame pour la clinique. Donc j'ai rien dit. Puis c'est le tout sachant, hein, évidemment. Évidemment. Et puis là tu te dis, est-ce que vraiment ça m'est arrivé, puisque le grand sachant me dit que c'est une mode et que c'est faux, quoi. Bah alors moi c'est pas lui qui m'a fait douter, parce que si tu veux, voyant sa salle d'attente remplie de Télérama et du Monde diplomatique, je me suis tout de suite dit ok, on est chez un vieux psychiatre psychanalyste de mes deux là, qui va être insupportable, et genre je ne lui accordais pas de crédit, mais juste il m'était utile, tu vois. Ouais. Donc bref, je vais à la clinique, je tiens une semaine, puisque autant te dire que même là-bas, la psychiatre que je voyais me croyait pas, tu vois, il y avait... rien n'était aidant. Super. Et puis tu vois, c'est pas un environnement très stimulant, c'est-à-dire que... ni apaisant, il y a rien qui est fait pour que t'ailles bien, en vrai. Et en plus, moi, j'étais pas médicamentée, donc... Les soignants me parlaient comme à une gogolita, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Et j'étais là, par contre, c'est très gênant. Je pense que cet endroit n'est pas fait pour moi, en fait. Voilà. Donc, au bout d'une semaine, fini la clinique. Je ne suis toujours pas la nouvelle Virginie Despentes. J'allais te poser la question, est-ce que tu as sorti un livre du coup? Mais non, alors. Eh bien, écoute, en petit comité, non, j'ai vraiment... Il n'y avait pas grand-chose à en sortir, à part le fait que clairement, la France n'investit pas dans la psychiatrie en termes de budget. Voilà. Et la France, on n'a rien à foutre des victimes ou de qui que ce soit d'ailleurs. Et oui, tout à fait. Même leur rayonner. Et du coup,
suite à ça, les choses ont un petit peu évolué et j'ai compris qu'il fallait que je me barre de mon taf, là où il y avait mon fameux ami collègue. Ouais. Voilà, et je me suis barrée et je lui ai dit pourquoi je me barrais. Et du coup, bref, il a essayé de me détruire à partir de ça. Ça a été assez long. Et au bout de 3 mois, j'ai pu partir comme je voulais. Et je me suis dit, ça y est, c'était le début d'autre chose. Et j'étais au chômage. Et en fait, ça, je tiens quand même à le dire parce que je trouve que c'est jamais très abordé. Mais c'est que quand tu as été victime de violences sexuelles, notamment enfant, tout converge pour que tu aies un rapport au travail qui ne te permet pas d'avoir une stabilité financière. Okay. Et la précarité économique des victimes, c'est une réalité très peu abordée. Oui, c'est vrai. Avec en plus le corollaire qui est que les soins ne sont pas gratuits, notamment les soins de qualité. Puisqu'il y a très peu de personnes spécialisées dans le psychotrauma et quand elles le sont, dans le public, il y a des années d'attente, quoi. C'est ça. Et puis en plus, il faut donner un rein si tu as envie de te faire soigner dans tous les domaines possibles d'ailleurs. Exactement. Donc, j'en profite pour glisser ça, que moi, tout mon cumul de violences sexuelles m'a amenée dans une précarité économique que j'essaie de résorber au fil de ma vie. Ouais. Mais c'est pas simple parce qu'en fait, tu vois, là, j'ai trouvé un boulot et je sais que ça va être très énergivore pour moi. Comme pour beaucoup de victimes d'inceste. Spoiler alert, parce que je suis victime d'inceste. Et que du coup, c'est un dommage collatéral qui est très, 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 très dommageable, en vrai, d'un point de vue pratique. Mais tu fais bien de le dire, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez à tout ça. Oui, et c'est vraiment pas un détail. Non, c'est clair que c'est pas un détail puisque ça impacte ta vie alors que tu as déjà tout le reste à gérer. Et genre, c'est comme si rien n'allait, en fait, à chaque fois. Genre, tu sors un peu la tête de l'eau et après tu dis « Ah, mais non, ça va pas, les finances, et merde !» Et tu recommences et tu recommences. Exactement. Et tu vois, moi, là, je sais que mon nouveau boulot, je ne sais pas combien de temps je vais tenir parce que c'est très dur pour moi. Et voilà. Mais bon, on verra bien. Hein. Ça se trouve, c'est une nouvelle phase. Mais voilà, c'était la petite parenthèse enchantée. Précarité financière. Wouhou. Du coup, cette période de chômage m'a permis on va dire, d'avancer un peu plus librement, tu vois, parce que voilà, j'avais pas de boulot. Donc ça a pris beaucoup de place, ce qui était bien et pas bien à la fois, hein, puisque bien parce que ça te fait avancer. Et pas bien parce que c'est très douloureux. Ouais. Et à cette époque, je me suis mise avec un mec qui était quelqu'un de bien, mais pour qui ça a été très compliqué de m'accompagner, je pense. Ouais. Voilà. Donc ça a un peu contribué aussi à ma souffrance par endroits, même si... Qui comprenait pas forcément ce que tu pouvais vivre ou qui... Enfin, comprenait, je sais pas quel terme mettre derrière, plutôt que comprenait, mais... En fait, je sais pas comment te dire, c'est qu'il l'accueillait, mais il y donnait pas la réponse dont j'avais besoin. Ouais, ok. Et n'était pas à l'écoute de ces besoins-là. Voilà. Ouais. Donc c'était un peu ambivalent. Et ça a duré 2 ans et demi. Et pendant ce temps-là, j'ai quand même retrouvé un boulot au bout de je sais pas, de 8 mois à peu près. Et en fait, j'ai eu besoin de absolument reconnecter à des souvenirs. Même si ma psy me disait... c'est pas ça le but là pour vous. Le but, c'est d'essayer d'accepter que vous avez été victime de violences sexuelles et de prendre soin de vous par rapport à ça et de pleinement les reconnaître pour vous
Et moi, je lui disais, mais c'est pas possible, vu que je sais pas ce qui s'est passé, je peux pas avoir ma propre histoire en tête, je peux pas me faire une narration de ma vie, je connais pas mes agresseurs ou mon agresseur, je connais pas les coupables, etc. Je veux faire une dissonance en fait entre ce qu'elle te demande, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que t'aimerais pouvoir comprendre, rappeler. En fait, moi, je comprends. Je comprenais parfaitement ce qu'elle voulait me dire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous vous souvenez pas que ça n'a pas existé, et ce travail de le faire exister est hyper important. Et c'était sans compter le fait que je sois bélier et où j'étais là, mais en fait moi j'en ai besoin, et je veux faire de l'EMDR. Et le truc de l'EMDR, c'est qu'elle me disait en vrai faut quand même faire attention, parce que reconnecter avec ses souvenirs quand on n'est pas prêt, ça peut avoir des conséquences très très dommageables, réelles, quoi. En vrai, ça peut être létal, ça je le sais. Et finalement, au bout d'un moment, elle m'a donné les contacts d'une nana en me disant je pense que ça va le faire, une autre psychologue EMDR. Ouais. Et j'ai commencé, et ce n'est pas un détail, juste après la mort de ma grand-mère paternelle. Ouais. Et non, juste avant, pardon. Et après sa mort, j'ai eu un flash en EMDR où j'ai vu son défunt mari, à savoir mon grand-père paternel. Ok. Donc, on était là. Waouh, ok. Donc, j'étais choquée et en même temps très contente d'avoir un visage. Ouais. C'était dérangeant et en même temps arrangeant, parce qu'il est mort depuis longtemps, et que du coup, tu vois, il n'y avait pas un truc de dealer relationnellement avec cette personne. Oui, c'était un peu comme fini en fait, déjà, enfin, il n'y avait plus rien, quoi, donc... Ouais, c'est ça. En tout cas, pas être confrontée à lui, ça. À le revoir. C'est ça, exactement. Qui allait pas avoir d'histoire relationnelle avec lui. Ce que j'ai zappé de dire, c'est que pendant ce temps-là, tout au long de ces mois, années, mes parents ont eu des réactions extrêmement bizarres par rapport à ma situation. Et si je les résume, ils faisaient comme si ça allait. Ils faisaient comme si ce que je leur disais n'était pas ce que je leur disais. En gros, je leur disais c'est horrible, j'ai envie de me suicider, machin, etc. Ils ne venaient pas me voir. Ouais. Ils prenaient mes nouvelles une fois par semaine en me disant comment ça va. Alors que j'étais là, mais vous savez que ça va mal, en fait, c'est pas... Ils n'ont pas du tout, à ce moment-là, mesuré la gravité de ce que tu vivais, de ce que tu exprimais. C'est même pas qu'ils l'ont pas mesuré, Romane, c'est qu'ils l'ont annulé. Ouais. Tout le temps, à chaque fois. Tu vois, il y avait vraiment un truc de... comme si tout allait bien, et ils me disaient... Et moi, j'avais une rage contre eux. Ça me mettait en énorme colère contre eux. Notamment, j'avais une haine contre ma mère. Et qui me disait « Ah, mais au lieu d'être énervé contre nous, tu veux pas plutôt régler tes vrais problèmes ?» Tu vois, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Je vois. Voilà. Et bref, donc, il s'avère que j'ai décidé d'aller voir mes parents à un moment à Noël pour leur dire que j'avais vu quelqu'un. Et entre-temps, en EMDR, a ressurgi même pas une image, mais carrément une scène où je me suis vue, je ne sais pas à quel âge, je n'avais pas réussi à identifier, dans vision d'horreur, vraiment ça m'a horrifiée, dans le lit d'un ami à mes parents, qui lui était tout nu. Ok. Voilà. Donc, nous avions 2 agresseurs. Ouais, là, t'as le visage de deux agresseurs. Voilà. Et il s'avère que c'est compliqué, parce que c'est toujours un très bon ami à mes parents. Okay. Donc, je me suis dit, lui, on va mettre de côté, je vais quand même parler de mon grand-père à mes parents. Ouais. Donc, je suis allée chez eux les voir, je leur en parle. Mon père me dit non, a une réaction un peu de rejet, mais en même temps accepte très vite.
Et donc voilà, je leur dis ce qui se passe. Mon père m'a dit, c'est trop violent là ce que tu me dis. Et donc je lui dis, ce qui est violent, c'est pour moi en fait. Oui, d'abord. C'est un peu toi la victime de tout ça. C'est ça, exactement. C'est toi qui es en souffrance à ce moment-là. Exactement. Et à un moment, il part aux toilettes et ma mère me regarde et me dit, ça va détruire ton père. Et j'étais mais là. toi, tranquille. Voilà. Mais moi, par contre... Écoute, Charlotte, moins de bruit, quoi. Ouais, voilà. Tes problèmes, voilà. S'il te plaît, faut préserver papa, quand même. C'est ça. Prends-toi tes uppercuts et puis crève en silence. Il s'avère que, finalement, mon père a un peu... a eu une attitude très paradoxale. C'est-à-dire que il a complètement déconnecté le fait que sa fille, donc moi... était victime de son père et soit dans une souffrance énorme, en partie à cause de ça. Oui. Et le fait que son père soit un agresseur, parce qu'il a commencé à enquêter sur son père. Et il a découvert des choses sur son père qui venaient attester ça. Donc voilà. Mais par contre, très très décorrélé de comment tu vas ma fille, etc. Pas du tout. Ouais, ce qui compte entre guillemets à ce moment-là, lui, il est vraiment tourné sur enquêter sur son père, sur si effectivement c'est réel ce qui s'est passé, plutôt que d'être dans la compréhension de comment toi tu vis les choses, comment tu ressens les choses, comment tu te sens, etc. C'est pas son problème, si je comprends bien. C'est exactement, tu vois, il y a vraiment le truc de ce que ça lui a fait lui et l'impact que ça a dans sa vie. C'est-à-dire que j'ai pas eu mon papa là, tu vois. Ouais. J'ai pas eu mon papa. J'ai eu un mec à qui on dit ton père est un violeur. Mais par contre, il s'avère qu'une de ses victimes c'est moi. Et j'ai quand même souligné parce que, faut pas déconner si ton père est un agresseur, un pédocriminel avéré, ce qui est le cas puisqu'il a fait d'autres choses. Il y a sûrement d'autres victimes, et à commencer par ses enfants, dont mon père. Et ce qui ne l'a, a priori, pas traversé. Bref, c'est son histoire. Toujours est-il que, tu vois, c'est pour te montrer aussi toute l'ambivalence et la bizarrerie de mes parents. Qui, tu vois, dans ma thérapie, j'ai compris au fil du temps, notamment par rapport à ma mère. Et c'est ce que j'ai découvert au fur et à mesure, que ma mère, que déjà moi j'ai été parentifiée, je sais pas si t'es familière avec ce terme. Si, très très. Ok, très bien. Donc voilà, donc j'ai été... T'étais la maman de tes parents, quoi. Émotionnellement, en tout cas, à plein d'endroits. Et notamment, j'ai été un peu l'ex-croissance de ma mère, qui, quand j'avais 17 ans, m'a dit « j'aimerais être toi », tu vois, a fait plein de trucs très... Ouais, d'accord. Voilà. Et m'adulait. C'est-à-dire que quand je te dis elle m'adulait, elle m'a jamais engueulée, et quoi que je fasse, elle trouvait ça génial, drôle, intelligent. Ouais. Et j'étais tellement belle, tellement drôle, tellement intelligente, tu vois, t'avais toutes les qualités. J'étais déifiée, voire chosifiée, en fait, en vrai. Ouais. C'est ce que j'ai compris après. Et j'ai été chosifiée puisque, tu vois, en parlant avec ma psy, c'est le propre du climat incestuel, c'est-à-dire que tu es comme un objet, c'est-à-dire que tu es un très 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 bel objet qui n'a pas de besoin. Voilà. Donc, on n'a pas interrogé mes besoins et on n'a pas répondu du coup à mes besoins. Et ce qui fait de moi, comme beaucoup de personnes qui ont été victimes du climat incestuel et victimes d'inceste, une personne qui a énormément de mal à identifier et à répondre à ses besoins. Ouais. Voilà, et ses désirs. Voilà. C'était le petit moment théorie, expertise inceste. Bonjour. Et donc voilà, donc ça a été un petit peu toutes ces corrélations à la fois de découverte sur mon histoire, de réaction de mes parents et de relation avec mes parents. Et il y a un moment dans ce chemin-là où
je me suis dit, je crois que mes intuitions sont bonnes. Il faut aller là. Et il s'avère que quand j'ai su que j'étais victime d'inceste, j'ai pensé à un pote de mes parents. On va l'appeler Rodrigo. Rodrigo, ok. Voilà, appelons-le Rodrigo. J'ai direct pensé à Rodrigo. Et il s'avère que ma mère a direct pensé à Rodrigo aussi. Trop une coïncidence. Et j'ai pensé à Rodrigo parce que je me souviens que, ado, j'avais vu une VHS où on me voyait petite avec Rodrigo qui me chatouillait. Et en fait, le fait de voir cette VHS m'a mis dans un état de malaise absolu. Chelou. Et donc, j'ai pas les petites chatouilles genre que tu fais pour rire, quoi. Il y a un truc vraiment malaisant derrière. Mais en fait, je peux pas te dire, mais c'est ce que ça m'a provoqué à moi qui m'a fait tilter, en fait, avec le recul. Oui, c'est dans ce sens-là que je disais ça. Vraiment, tu le sens quand quelqu'un... quand t'as une réaction où genre tu sais que la personne fait ça pour rire, entre guillemets, ou tu le sens aussi inversement quand il y a un truc qui est pas net derrière, quoi. Mais ouais, clairement. Et je pense que je l'ai ressenti en le voyant. Et il s'avère que cette personne est décédée. Il est décédé, tu vois, peut-être 2 ans après toutes ces découvertes. Ouais. Et ma mère, et c'était une personne qui habitait très très loin. Qui avait, tu vois, genre, je l'ai connu, c'était un ami de mes parents... de mes 0 à mes 8 ans, tu vois, un truc comme ça. Et après, il a déménagé hyper loin et j'ai plus entendu parler de lui. Et il s'avère que Rodrigo avait une fille qui avait l'âge de ma grande sœur et qu'à l'époque, je m'en rappelle, petite fille, on avait un peu peur d'elle parce qu'elle était méchante. Ok. Et je me suis dit, c'est bizarre, ok, j'ai repensé à elle. Et ma mère m'a dit, à l'occasion de la mort de Rodrigo, j'ai pu avoir sa fille au téléphone. Et on a papoté, on a repris contact, elle est sur Facebook, etc. Ok. Donc moi, je recontacte la meuf sur Facebook en me disant, peut-être que je vais avoir des indices ça va me donner des indices. Et là, on commence à tchatcher. Grosse accroche, on parle sur Messenger, vocaux, machin... elle est plutôt chouette, voilà. Beaucoup de choses me laissent à penser dans le récit de sa vie actuelle, de sa vie passée, que son père est pas net. Elle dit même de lui, j'ai découvert après sa mort, je pense que c'est un pervers narcissique, etc. J'étais là, ah ok, non. Et bref, un jour elle passe à Bordeaux, complètement par hasard, et elle me dit, je suis à Bordeaux, est-ce qu'on va boire un café? Je dis, évidemment. Et là, je me dis, je lui en parle pas. Je me dis, allez, vas-y, je lui en parle. Et au pire, je la reverrai plus, en fait. Ouais. Et donc, je lui dis, écoute, ça va te paraître chelou ce que je te dis, mais parce que je lui avais parlé de l'inceste, etc. Et je lui ai dit, écoute, dès que j'ai su que j'avais été victime de violences sexuelles enfant, la première personne à qui j'ai pensé, c'est ton père, Rodrigo. Et là... Elle me dit, bon, je vais te dire quelque chose, mais tu me promets de le dire à personne. J'étais là, oui, bien sûr. Elle me dit, mon père et ta mère ont eu une relation extra-conjugale pendant 1 an. Ok, donc nouveau truc à... Ouais, nouveau truc. À digérer. Et elle m'a dit, c'est peut-être que t'as vu des trucs et que t'as assimilé certaines choses à ça, etc. D'accord. Bon, ça m'a moyennement convaincu son explication, mais je ressors de là en me disant bon je me marre un peu parce que je suis adulte et que tu sais j'ai toujours vu ma mère, le couple de mes parents comme indéfectible, etc. Et je me dis ma mère, cette cachotière. Et en fait la nuit, les liens se font dans mon cerveau et je me dis, je sais qu'il y a quelque chose qui est lié à ça, à ce mec. Et il s'avère que ce mec-là, Rodrigo, l'autre ami de mes parents, qu'on va appeler... comment on va l'appeler Pedro. Rodrigo et Pedro habitaient
dans la même résidence. Et mon grand-père connaissait très bien Rodrigo. C'est lui qui a présenté Rodrigo à mes parents. Il connaissait très bien Pedro. Voilà. Donc, quand j'ai dit ça à ma psy, elle m'a dit « Ça fait beaucoup de pédophiles au mètre carré. » C'est sûr. Voilà. Tous en lien les uns et les autres, en plus. Tous en lien les uns avec les autres. Et il y a des petites choses qui commencent à remonter. Et je me souviens notamment que un jour où j'étais chez Pedro, qui avait une piscine, j'étais en maillot, je devais avoir 10 ans, 11 ans, j'étais en maillot de pièce, j'avais pas de sein, donc je devais avoir 10 ans, et je passe devant Pedro qui me dit « bien foutu ». Et j'étais hyper fière. Et je l'ai dit après à ma mère qui a dit « oh là là, mais oui, c'est vrai, c'est super, t'as vu comme t'es belle, ma fille ». Et en fait, je me suis dit, je crois bien que dans une certaine mesure, ma mère, parce qu'elle a toujours eu des fantasmes sur Pedro, elle l'a toujours bavé. Et je me suis dit, je pense que ma mère m'a utilisée pour sa propre jouissance. Tu vois voilà. Et donc, m'a mise au service de ces hommes pour son propre plaisir. Et ce constat-là, il n'est pas Jojo, on est d'accord? Non, vraiment. Il n'est pas Jojo. Franchement. Il n'est pas Jojo, et en fait, je me suis dit ça. Et à l'époque où j'ai eu ces pensées-là, j'étais encore en contact avec mes parents. Et notamment, j'avais contacté, même convoqué ma mère chez moi pour lui parler de ce truc d'avec Rodrigo, en lui disant maintenant tu me dois la vérité, je veux des infos, je pense que ça a un lien avec mes histoires de violence sexuelle. Donc elle m'a raconté ce qui s'était passé avec Rodrigo, elle m'a dit que mon père n'était pas au courant. Je dis ok, bon moi je vais pas lui en parler, ça ne me regarde pas. Par contre, ce qui me regarde, c'est si c'est un lien avec moi. Elle me dit mais non, t'es jamais restée seule avec lui, je vois pas quand est-ce que ça aurait pu se passer, etc. Voilà. Elle a été hyper genre sidérée, hyper bizarre. Enfin bon, avec le recul, ma mère est très dissociée, voire à une forme de psychose, je pense. Ouais, d'accord. Voilà. Et je lui raconte aussi en même temps, parce que ça, c'était très compliqué pour moi de parler à mon père de Pedro, parce que c'était surtout l'ami de mon père, en lui disant voilà, j'ai vu cette scène sur Pedro, donc il m'a aussi violée. Nous sommes en juillet. Fin août, elle m'appelle pour me dire je vais organiser une fête surprise pour le départ à la retraite de ton père. Est-ce que ça te dit de venir? Je te paye le billet, etc. Je crois que je vois venir un peu le truc, malheureusement. Ouais, merci beaucoup. Je vais réfléchir, ok. Et là, en fait, je suis prise d'une fulgurance en me disant par contre, ôte-moi d'un doute, Pedro n'est pas invité. Elle me dit ah bah bien sûr que si, c'est la fête de ton père, évidemment que Pedro est invité. Putain. Je lui dis, tu te fous de ma gueule. Et là, je lui germe un torrent d'insultes. Et elle me dit, ah, mais j'avais oublié. Et je lui dis, non, mais pour qui tu te prends? Mais pour qui tu te prends? Et là, je lui dis, mais c'est... Enfin, bref. La fin de la conversation est quand même géniale. Elle me dit, écoute, chérie, la ville dans laquelle on vit, elle n'est pas très grande. On a un certain âge. Si on devait s'engueuler avec tout notre réseau, tu vois, on n'aurait pas fini. Hein, on va pas s'engueuler avec tout le monde. Non, mais attends, que tu t'engueules pour un pot de confiture, d'accord. Mais là, on parle clairement d'agression sexuelle, en fait. C'est pas une petite engueulade avec un voisinage, quoi. Ben, on parle même, j'ai envie de te dire, d'un acte pédocriminel sur ta fille. C'est-à-dire que ce qui est, je pense, le pire... non, mais c'est avec clair. La mort de ton enfant, voilà, tu vois. Donc, à partir de là, c'est lunaire. Ouais, non, mais à partir de là, j'ai coupé les ponts avec ma mère. Oui, je comprends.
Et ensuite, j'ai mon père au téléphone, peut-être 2 mois après, qui m'a dit, ta mère m'a dit pour Pedro, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ces trucs de NDR où t'as des visions? D'abord tu vois mon père, ensuite tu vois Pedro, c'est qui... c'est qui le prochain que tu vas voir? C'est moi peut-être. Et puis d'abord, si tout ça, ça t'est vraiment arrivé, pourquoi tu portes pas plainte contre tous ces mecs? Nanana, nanana. Ah, ça, c'est la carte vraiment. Pourquoi t'as pas porté plainte? Non mais, enfin... Et puis... si c'était vrai, t'aurais porté plainte. Hein. Et puis, vraiment, j'ai fini cette conversation en disant, tu es ce contre quoi je me bats tous les jours de ma vie, en fait. Voilà. Donc j'ai raccroché et c'est game over avec mes parents. Ok. Voilà. Donc, à partir de là, le fait de couper avec mes parents, c'est compliqué pour moi de retrouver le fil de mes idées. Je suis désolée pour toi et pour les personnes qui écouteront parce que j'ai l'impression que c'est un peu long et décousu. Non, franchement, pas du tout. Ok, bon, trop cool. C'est parce que tu parles en même temps et que du coup tu es dans tes pensées de ce que tu vas dire et tu fais les liens, mais sinon je te rassure, tout est très clair et très fluide. Ah, t'es trop mignonne. Merci beaucoup. Et du coup, suite à ça, je fais beaucoup de rêves, j'ai beaucoup de flashs qui reviennent et qui remettent, ou en gros apparaissent énormément d'amis de mes parents, du monde. Des rêves où je vois beaucoup de sexe d'hommes alignés en même temps. Et beaucoup de choses me reviennent, notamment une parole de ma mère qui un jour me parlait d'une soirée qu'ils avaient fait chez des amis à eux très très riches, où elle m'a dit « Oh là là, on est parti parce que je sentais que ça allait dégénérer. » J'ai dit « Comment ça ?» Ouais, d'accord. Elle m'a dit « Ah ben, une partouze quoi. » Mais tu sais, je devais avoir 10-11 ans. Oui, bah, t'as pas l'âge d'entendre ça du tout. J'ai pas l'âge d'entendre ça, mais en fait, je pense, je suis quasiment sûre, en recoupant tout, qu'il y avait beaucoup de monde, que j'ai été victime d'un viol collectif. Et le truc, d'un viol collectif, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Ouais. Et je pense qu'il y avait 12 personnes au moins une fois. En tout cas, j'en suis sûre. J'en ai rêvé, et tu sais, je crois à mes rêves. Je me réveille, je me dis 12, ok. C'est le nombre de fois de violeurs qu'il y avait. Et par contre, je suis en train de contacter d'autres filles de mon âge qui étaient mes copines de ce réseau d'amis de mes parents, pour savoir, elles, si elles ont vécu des trucs. Et il y en a une qui me dit « Je n'ai plus aucun souvenir de mon enfance et je suis une thérapie où mon psy m'a dit « Je pense que vous avez été victime de violences sexuelles. » Et elle a beaucoup de symptômes, voilà. Et il y en a... tu vois, en fait, je contacte aussi des personnes dont je sais qu'elles ont eu, après, une entrée dans la vie adulte un peu compliquée, avec... Des problèmes psy, etc. Parce que pour moi, c'est parlant. Mais... déjà que vous soyez deux à pas vous rappeler de votre enfance, c'est déjà énorme, je trouve. Et donc, pour moi, c'est déjà 2 de trop. Et je me dis, je suis sûre qu'on est plus. Et je pense qu'il y a eu une sorte de réseau pédophile. Alors, je ne sais pas ce qu'on met dans le mot réseau. Je ne sais pas dans quelle mesure... il y avait des transactions financières, je ne sais pas avec qui, combien de fois ça s'est produit, j'ai pas encore toutes ces informations. Ouais, mais en tout cas, une organisation vraiment où vous étiez livré à des agresseurs, quoi. Exactement. Et le truc, c'est que ça, j'en suis sûre à 100%, c'est que j'ai été, en tout cas moi, victime de soumission chimique. C'est-à-dire que j'ai dû être droguée à des anxiolytiques, des somnifères, etc. Je le sais notamment parce que les anxiolytiques et les somnifères me provoquent des crises d'angoisse absolue. Voilà. Ouais, ce qui explique du coup que t'es vraiment pas de souvenir. Enfin, il y a plein de facteurs qui expliquent aussi pourquoi on n'a pas de souvenir. Il n'y a pas que ça. Mais là, oui, effectivement, dans ton histoire, c'est criant, quoi. Ouais.
Ouais, complètement. Et en fait, tu vois, je me rappelle que mes parents, ils avaient une armoire remplie avec de l'anxiolytique, des trucs. Ouais. Et qu'ils étaient entourés de psychiatres également. Voilà. Ouais, donc il y avait tout à portée de main. C'était pas difficile de se procurer. Non. Bah, déjà que ça l'est pas en soi, mais voilà. Et par contre, je suis quasiment sûre que mon père n'était pas au courant de ça. Je suis quasiment sûre qu'il n'y avait que ma mère. Ok. Ouais, que c'était une dissimulation de ma mère. Parce que je sens que malgré sa violence à mon père, là, ses propos, etc., je n'ai jamais eu la haine et la rage que j'ai pour lui, que j'ai pour ma mère, qui est un truc viscéral où vraiment j'ai des moments où j'ai envie de la tuer. Tu vois, j'ai envie de la tuer. Ouais, je comprends. Oui, enfin, c'est vraiment ce que tu dis, c'est viscéral, c'est au fond de toi, c'est une pulsion que tu n'expliques pas, mais qui veut quand même tout dire, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc là, si tu veux, j'ai pas assez d'éléments pour porter plainte, pour ouvrir les choses. Mais j'enquête un petit peu de mon côté et je continue le travail sur moi. Mais j'ai toujours le sentiment, en fait, quand j'ai appris ça, je suis allée voir une spécialiste des violences sexistes et sexuelles, une gynéco à Paris, qui s'appelle le docteur Violaine Guérin, qui a une asso, je ne sais pas s'il existe encore, qui s'appelle Stop aux violences sexuelles. SVS et en fait je devais faire partie d'un dispositif d'escrime thérapeutique que j'avais commencé, mais après ça a été le Covid, donc c'était compliqué, c'était à Paris et tout ça. Et en fait, il fallait prendre un rendez-vous avec elle avant et aussi un rendez-vous avec l'ostéopathe avec lequel il bossait. Et c'était un ostéopathe hyper fort, tu vois, dans la technique, etc. Et tu sais, un petit peu dans une hypersensibilité presque médiumnique, tu vois. Ok. Oui, il ressent... Il ressent toutes les parties de toi qui ont pu être traumatisées. Et à cette époque-là, il m'a dit, vous voulez que je vous dise où est-ce que je vois des lésions profondes dans vos tissus? Je dis, oui, allez-y, je suis là pour ça. Il m'a dit sur votre clitoris, à l'entrée de votre vagin, votre anus et je ne sais plus quoi. Et je suis sortie de là en me disant, dis donc, c'est outrou ce que j'ai vécu. Mais tu sais, en me marrant avec ma pote. Oui. Voilà. Je comprends prendre de la distance par l'humour. C'est ça, en disant, putain, énorme. Et ben en fait, ça ressemble à ça, textuellement. Oui, tout ce que tu dis déjà depuis tout à l'heure, enfin ce que tu racontes, pardon, depuis tout à l'heure, ça fait vraiment, Ouais. Donc voilà où j'en suis et donc là j'avance tant que je peux dans la vie avec ce que j'ai. Sachant que j'ai énormément je sais pas trop quel est le terme, mais en tout cas à la fois de réactivation traumatique et de reviviscence. Et il y a une scène que j'associe, que je vis en permanence dans mon corps et que j'associe à un réveil d'après viol drogué, où je suis soudainement exténuée et j'ai extrêmement faim et extrêmement besoin de manger du steak haché. Voilà. Ok. Et donc, sache que j'ai toujours des steaks hachés dans mon congélo. Eh ben écoute, pourquoi pas. Voilà, pour ces moments-là. Un truc très important dans ma vie qui me donne beaucoup d'éléments, qui me font vachement avancer sur moi, c'est mon chien. Parce qu'en fait, mon chien... si tu veux, je l'aime beaucoup trop et je pense que j'ai vu ça avec ma psy, si tu veux, ce que je projette sur lui vient vraiment beaucoup refléter ce que j'ai
pu éprouver moi en tant qu'enfant. Donc, si tu veux, moi, au début là, de l'enfance, tu vois, au début de la vie de mon chien, j'étais tout le temps inquiète pour lui, j'avais tout le temps peur qu'il aille mal, qu'il soit triste, qu'il se sente seul, qu'il ait peur, tu vois, que des choses que moi, j'ai dû ressentir enfant. Et là, tu vois, récemment, j'ai fait une soirée à la maison et mon chien, c'est un border collie, donc tu sais, il est... Ouais. Et en fait, je sentais que ça le stressait. Et le lendemain, en le baladant, tu vois, je me suis dit... j'ai eu cette pensée en me disant, oh là là, le pauvre, je sens qu'il était pas bien, qu'il y ait tous ces gens à la maison, mes amis. Et là, j'ai eu un flash d'une soirée cocktail avec des gens très bien habillés dans un salon blanc dont je ne voyais pas la tête, évidemment, je voyais que le corps. Ouais. Et j'ai identifié où c'était, je suis quasiment sûre, et je me suis dit ok, ça fait partie des endroits où j'ai été violée. Voilà. C'est ça qui est toujours fou entre guillemets, enfin pour les personnes qui n'ont pas forcément justement ces flashs, c'est que c'est vraiment, ça arrive à n'importe quel moment et ça peut être difficile à concevoir en fait, d'avoir tout le temps des détails comme ça qui reviennent n'importe quand. Moi par exemple, la dernière fois, c'est quand je faisais la vaisselle, tu vois, et j'étais là en mode ah, ok, je prends l'info. Ouais, voilà, ok, c'est là, ouais, d'accord. Mais c'est vraiment à n'importe quel moment de la vie en fait, peu importe, même dans une situation où tu n'y penses pas du tout, et là d'un coup, paf, t'es reprojeté des années en arrière et tu te dis « Ah, ok !» Ben, en fait, c'est... Moi, alors, tu vois, moi, il y a toujours pour moi quelque chose qui vient l'expliquer. Et pour mon histoire, tu vois, ce qui est très compliqué, c'est que comme j'ai très peu d'infos et que je suis clairement ce qu'on appelle polytraumatisée, donc j'ai vraiment des couches et des couches et des couches de trauma. Oui. J'aime bien dire que je suis un champ de mines, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux très très facilement faire exploser quelque chose, donc c'est-à-dire faire de la réactivation traumatique et me mettre dans une situation d'angoisse, de machin, de faire revivre. Du coup, moi, j'ai de la réactivation traumatique extrêmement facilement. Il y a des choses que je peux un petit peu anticiper, d'autres non. Mais en vrai, c'est ultra handicapant. Vraiment, et enfin, tu vois, oui, moi, oui, j'imagine. Je considère que j'ai un handicap, hein. D'ailleurs, j'ai une RQTH, tout ça, enfin, tu vois... c'est vraiment hyper tu vois, comme handicap, le propre d'un handicap, quoi. C'est que ma vie, elle est très entravée par énormément de choses. Et encore, je pense que j'ai la malchance et la chance d'avoir une amnésie, en tout cas, et d'être dissociée, ce qui me permet quand même de fonctionner. Tu vois ? Oui, je comprends ce que tu veux dire, oui. Et que j'ai pu faire des études, que j'ai pu me faire des amis, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ce qui m'a permis d'avoir un environnement social où je suis pas isolée et en gros, je suis pas polytoxico SDF, quoi. Ouais. Tu vois ? Oui, parce que c'est vrai que c'est aussi une des conséquences dont on parle très peu. Justement, est-ce que tu es entourée aujourd'hui ? Alors, est-ce que tu as été entourée quand tu as commencé justement à avoir ces souvenirs qui revenaient ? Alors aujourd'hui... En dehors de ta famille, bien sûr, j'entends. Ben oui, qui n'a été d'aucun soutien. Ouais. Oui, aujourd'hui, j'ai la meilleure des amoureuses sur qui je peux compter, qui est géniale, quoi, vraiment géniale. Qui capte tout, qui est là au bon moment, qui est vraiment d'une tolérance, d'une douceur et d'une patience incroyable parce que... Bon, tu le sais aussi bien que moi, mais la personne avec qui tu partages ton intimité, c'est quand même une des personnes qui est la plus prompte à te réactiver sur plein de points. Ouais, c'est clair. Notamment quand tu as vécu l'inceste, qui est un crime de lien et qui fait que faire pénétrer quelqu'un dans ton intimité, telle qu'elle soit, ça vient engendrer énormément de méfiance et ça vient réactiver énormément de choses. Ouais. Donc, elle est vraiment à l'écoute de ça et je pense que c'est vraiment la personne qui me prend en considération avec tout ça. Après, moi, j'ai beaucoup d'amies filles et elles sont là à leur mesure, tu vois, avec leurs ressources.
voilà, tu vois, t'en as quelques-unes où... Enfin, tu sais, elles savent que ça va pas, en vrai. Enfin, tu vois que globalement, ça va pas. Et qu'il n'y a pas forcément un événement qui fait que ça va pas, tu vois. Tu vois, moi, j'aime bien le fait de pouvoir me dire, il y a des gens, quand je leur dis que ça va pas, ils me disent pas, ben, qu'est-ce qui se passe? Oui. Et tu vois, je leur dis, en fait, tu veux que je te dise ce qui se passe? T'es vraiment sûr que tu veux que je te dise ce qui se passe? Je te parle de mon enfance, en fait. T'es sûr? Ouais. Est-ce que je peux faire mon trauma dumping ou comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Ce que je fais des fois, tu vois, genre en mode un peu violent, mais en fait, c'est parce que c'est violent. Et, oui, je comprends. Et il y en a quelques-unes qui arrivent à toucher du doigt la violence de ce qui m'est arrivé, parce qu'elles ont des histoires plus ou moins similaires aussi. Tu vois, t'as un peu aussi des sœurs de galère, même si on n'a pas toutes le même vécu, tu vois, il y a quand même quelque chose qui est fort. Et puis, en fait, moi, je cherchais un groupe de pères de survivants d'inceste. Et du coup, j'ai réussi à le créer sur Bordeaux. Voilà, les survivantes. Et même si la dynamique, elle met un peu de temps à se mettre en place, c'est quand même précieux. Tu vois, là, on a mis en place un groupe de parole avec des thérapeutes bénévoles. Donc, trop bien. Tu vois, c'est aussi un groupe de pairs, c'est important. Tu vois, les personnes qui peuvent te dire, qui savent, tu vois, et basta. C'est ça qui est vachement important et c'est ce que tu disais finalement au début de l'épisode, c'est l'importance du collectif et de se retrouver dans le vécu en fait de chacun et chacune, notamment que ce soit avec les podcasts ou autres sources en fait de paroles, mais c'est vrai que c'est hyper important et c'est comme ça qu'on arrive finalement peu à peu quand on doute un peu à légitimer ce qu'on vit et se dire ah mais oui en fait, ouais, ce que j'ai vécu c'est comme telle personne et ça vient vraiment valider tout ça. Ouais, carrément. Et c'est... Et on se sent comprise. Ouais, et puis il y a quelque chose de très puissant aussi, tu vois, à dire on est ensemble et quelque part tu vois, on fait front aussi ensemble et on se ressemble et on se comprend. Après, il y a quand même un truc, moi qui se joue pour moi, mais pas avec ce collectif-là, mais où... tu sais, tu te compares toujours. Et enfin, moi, j'ai vraiment tendance toujours à me comparer et en me disant, putain, il y a grave de personnes qui ont été victimes d'inceste, qui arrivent grave à transformer ça, à en faire des choses artistiques, ou à les mettre au service d'autres personnes. Et pourquoi moi, j'arrive pas à faire ça? Et bon, tu vois, il y a aussi un petit peu ce truc de... Oui, je comprends. De truc genre, il faut réussir à en faire un truc un peu utile, quoi. Ouais, utile ou esthétique. Le concept de résilience un peu à la con de... J'ai travaillé sur mes traumas et maintenant je vais super bien, du coup j'aide tous les autres. J'ai réussi à en faire une force. Ça m'a vraiment fortifiée. Oui, non mais Fructis de Garnier. Non mais tu vois, tu sais, ce truc de... Mais oui, je comprends, ouais. Ou même t'as l'impression qu'il y a des personnes qui s'en sortent mieux que toi et tu te dis, mais en fait, pourquoi moi, j'ai tellement l'impression de vivre un quotidien qui est dur, tu vois, et peut-être tu peux pas t'empêcher d'avoir un syndrome d'infériorité. Mais bon, ça fait en même temps partie des symptômes. Oui. Et tu vois, par rapport à l'entourage, moi aussi, il y a un autre truc qui se joue pour moi. C'est que ça fait très peu de temps que je l'ai identifié comme un de mes symptômes. Mais en fait, je suis une super bonne dissimulatrice. Ouais. C'est-à-dire que j'arrive à faire comme si tout était normal. Et donc, c'est souvent très imperceptible le fait que ça n'aille pas. Et donc, je ne donne pas accès aux gens à ça. Et en fait, j'ai vu très récemment avec ma psy que ça, c'était encore un symptôme de l'emprise de ma mère, qui a tout fait pour annuler tous mes souvenirs et pour... Ah oui, et ça, c'est un détail important. Et pour transformer l'axe narratif de ma personnalité et de mon histoire. Et je vais te donner un exemple très parlant. C'est qu'en fait, un jour, mais je pense que c'était... Non, peut-être pas. C'était avant que j'annonce à mes parents pour le grand-père. Ouais. Je feuilletais des albums photos
Et je vois que ma mère, elle a toujours mis plein de légendes un peu rigolotes, tu vois, sur nos albums photos de famille. Et il y a une photo où on me voit en train de commencer à chouiner, je vais avoir, je sais pas, 2 ans, dans l'eau avec ma sœur. On était dans la mer ou la piscine, je sais plus, avec mon père. Et ma mère, légende, les filles heureuses comme pas possible dans l'eau avec papa. Et j'étais là, mais tu te fous de moi, tu vois bien que là, je suis en train de chialer, en fait. Oui, et si tu veux, on m'a toujours dit que j'avais été une enfant tellement drôle, tellement enthousiaste, tellement heureuse tout le temps, tellement facile. Et quand je vois des photos de moi, enfant, Romane, je ne souris jamais. Ouais, et j'ai l'air triste, mais vraiment hyper triste, en fait. Et je suis là, mais what the fuck, en fait? Mais c'est Claire, je crois, qui a fait une publication avec une photo d'elle enfant et qui disait que ça se voyait en fait, mais que personne n'avait saisi, quoi. Bah ouais, mais et tu vois, et évidemment, alors, outre le fait qu'un enfant peut être triste pour plein de raisons, tu vois, moi, ce qui est très perturbant et très tordu dans mon histoire, c'est que on m'a attribué une personnalité et une personnalité pour pouvoir masquer, pour annuler tout le mal qu'on m'avait fait. Et je me suis vêtue de cette personnalité qui aujourd'hui est évidemment un paravent qui invisibilise ma souffrance. Et tu vois, et je m'en resserre. C'est pas un rôle dans le sens où ça fait partie de moi, en fait. Ça fait intrinsèquement partie de moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les gens te parlent de moi, mon entourage, bon alors là, moins depuis quelques années, mais c'est que je suis drôle, souvent de bonne humeur, tu vois, que je suis... Enfin, que c'est chouette, quoi, tu vois, enfin, tout est cool. Oui, c'est une de tes caractéristiques, mais qui n'est pas forcément... Mais en tout cas, qui a été... Qui a été façonné, entre guillemets. Exactement, qui a été façonné, c'est le bon mot, tout à fait. Qui a été façonné de manière à invisibiliser mes violences, et enfin les violences que j'ai subies, et qui aujourd'hui est toujours... je reproduis ce qu'a fait notamment ma mère avec moi, c'est-à-dire que moi-même, je contribue à invisibiliser ma souffrance grâce à cette... à cette facette de ma personnalité. Ouais, c'est vraiment hyper complexe. Enfin, c'est vraiment de la... Est-ce qu'on peut appeler ça de la manipulation? Enfin, ma psy a parlé d'emprise. Tu vois, elle m'a dit c'est de l'emprise, complètement. C'est vrai que c'est plutôt, entre guillemets, un cliché, oui, sur les couples, et on n'entend pas forcément, effectivement, l'emprise de ce point de vue-là. Ah ouais, alors que moi j'ai... Alors qu'il faut en parler. Bah moi je me suis quand même pas mal rencardée. Il y a notamment un compte Insta sur les parents toxiques et je peux te dire que l'emprise, ça y va. C'est très répandu et c'est d'autant plus compliqué de s'en sortir que c'est tes parents, parce que tes parents, tu les aimes. Enfin, tu vois, moi aujourd'hui, je n'ai pas de colère, j'ai énormément de rage en moi, mais elle n'est jamais directement adressée à mes parents. Comment tu vas aujourd'hui? Mal. Même si tu nous as un petit peu spoilé, voilà, tout à l'heure. Mal, mais je sais pourquoi je vais mal. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Enfin, je sais globalement pourquoi je vais mal. Je ne sais pas dans le détail, mais voilà. Et en fait, c'est une souffrance qui est plus acceptable que celle qui n'a pas de contour, tu vois, que je décrivais au début. Après, je vais mal, mais dans cette souffrance, j'ai quand même... je réalise à quel point j'ai de la chance d'être en couple avec la personne que j'aime. Que j'ai de la chance d'avoir pu tomber amoureuse et que ce soit réciproque dans une relation saine, ce qui montre que j'avance aussi, tu vois. Bah oui. C'est quand même assez révélateur, je trouve, de là où t'en es. Que j'ai des projets aussi, tu vois, malgré tout, notamment un projet de même si je sais que ça va pas être simple. Que
que j'ai des moments de joie, que tu vois, artistiquement, socialement, tu vois que malgré tout, je pense que j'ai réussi à construire un petit château de cartes plus solide que je ne le pense, et avec un entourage sur qui je peux compter, tu vois, et j'ai un toit, enfin tu vois ce que je veux dire, je me raccroche aussi à des trucs simples et qui me font du bien. Aujourd'hui j'arrive à savoir ce qui me fait du bien, et de savoir, en fait, je commence à savoir ce dont j'ai besoin, à savoir ce que je veux ou ce que je veux pas, et donc ça fait quand même vachement plaisir, parce que tu vois le chemin accompli. T'as l'impression de te découvrir, de te rencontrer, de voir qui t'es. Alors tu vois, je me posais la question récemment parce que plus j'avance, plus je trouve que j'ai une personnalité qui est très en réaction, de manière liée au trauma. Et tu vois, par exemple, il y a un truc de ouf, c'est que moi, j'ai toujours été, tu sais, une cool, souple, bordélique, tolérante. Mmh. Et là, j'ai l'impression que je me rigidifie vachement, j'ai besoin d'ordre, j'ai besoin de propreté, tu vois. Et ça, je sais pas dans quelle mesure c'est le trauma, ou si c'est parce que je suis en train de travailler sur le trauma que, tu vois, j'ai besoin de cette... que ce soit clair autour de toi, finalement, aussi. De cette clarté-là, carrément. Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui vont écouter cet épisode ? Franchement, restez comme vous êtes, les gars, on vous adore. Est-ce que j'ai un message à faire passer ? Ouais, je pense que c'est hardcore. En fait, je crois qu'à partir du moment où tu connais un peu ton histoire et que tu acceptes pleinement les conséquences de cette histoire, et enfin que tu prends pleinement en considération les conséquences de ton histoire, et que tu aménages ta vie en fonction de ça, les choses sont un peu plus légères. Tu vois, si je les traduis par exemple de manière très concrète, moi par exemple, je sais que j'aurai jamais une vie professionnelle linéaire, parce que le travail ça me fait violence, parce que j'ai pas assez d'énergie pour travailler à plein temps comme tout le monde, et que donc il faut, tu vois, j'ai demandé une RQTH pour pouvoir aménager mon emploi du temps, avoir un peu plus de télétravail, etc. Et en fait, je crois que ça fait du bien, et de se dire aussi que écrémer aussi son entourage proche ou moins proche, même si je sais à quel point c'est dur des fois, qu'on a l'impression de faire exploser son monde, mais franchement, j'ai envie de vous dire, on n'a plus rien à perdre, donc faut en profiter. Exactement, je pense que c'est une bonne conclusion. Et ben merci beaucoup Charlotte. Et ben merci beaucoup à toi, et merci de m'avoir donné la parole, c'est hyper important, et bravo pour ce que tu fais, c'est trop cool. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Un grand merci à toi Charlotte pour la confiance que tu m'as accordée tout au long de l'enregistrement de cet épisode. T'es pas toute seule et on te croit. Et si toi aussi tu as envie de venir raconter ton histoire au micro du podcast, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram d'Après le Vide ou m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a juste dans la barre d'infos. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le Vide.